Bonjour à tous, je suis Flamendra, coach de vie et je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Savoure la vie. Si tu cherches à faire la paix avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit, tu es au bon endroit. Ici, seul ou accompagné, mes invités et moi allons te partager des réflexions puissantes et profondes pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ce faire, nous aborderons les thèmes du rapport au corps, à la nourriture, mais aussi de l'état d'esprit et du regard sur le monde. Ensemble, nous allons ouvrir le champ des possibles pour que tu puisses te sentir libre et pleinement épanoui dans ta vie. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Florence que j'ai pu accompagner pour le coaching Savoure la vie. Florence, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter? Merci. Alors, je m'appelle Florence, du coup, je suis vétérinaire, j'ai 34 ans, j'ai pas d'enfant, je vis en couple. Je calculais avant qu'on se parle, justement, depuis combien de temps j'avais des problèmes avec l'alimentation. Et je me suis rendu compte que ça faisait 20 ans. Ce qui fait pas mal. Donc, ça fait 20 ans. Ouais, j'ai démarré ça à mes 16 ans. Donc, ça m'a mis un petit coup. Et comment ça a démarré à tes 16 ans? Comment tu t'es rendu compte que justement tu avais un rapport troublé à la nourriture et à ton corps? Je m'en suis pas rendu compte, tout de suite qu'il y avait un gros problème, mais je me souviens, à mes 16 ans, donc à mon adolescence, en fait, que, hem, j'ai commencé à avoir, un attrait vraiment pour les produits sucrés. C'est venu, vraiment un soir, je me rappelle encore, où j'étais sur mon lit, d'adolescente ça a démarré avec, des Kinder et je ne sais plus exactement les pensées, que j'ai eues, mais je sais, en fait, que là, j'ai compris que la nourriture pouvait soulager, beaucoup, d'émotions c'est là où l'engrenage, on va dire, a démarré. Je sais pas te dire exactement toutes les raisons, donc on va en parler, hein, j'ai une petite idée, mais il y a pas eu un élément déclencheur, c'est un ensemble de choses, mais je sais que c'est là où vraiment ça a commencé. Ok. Et du coup, après, quand tu t'es rendu compte de ça, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Bah, ça a changé que je me suis beaucoup reposée sur, l'alimentation et particulièrement, les glucides, les produits sucrés pour compenser vraiment des émotions négatives et en fait, à la moindre contrariété, aux moindres aux moindres émotions, compliquées, j'avais tendance à aller vers ces produits. Je me dis: «Ah bah tiens, c'est sympa, ça me crée des émotions positives, ça me fait du bien, ça me réconforte». J'ai vraiment continué comme ça j'ai pas forcément vu les choses s'installer. J'ai vraiment compris qu'il y avait un problème quand j'ai démarré mes études. Mes études ont été quand même assez compliquées, assez longues. J'ai eu 6 ans où, j'ai un peu mis ma vie de côté, on va dire et finalement la difficulté que je ressentais, d dans mes études de vétérinaire, elle était compensée, enfin vraiment c'était ma béquille. L'alimentation, c'était ma béquille et à cette époque-là, je me rappelle, et ça je te l'ai pas dit, en coaching, je pense pas qu'on en ait parlé, mais je me rappelle que je me levais même la nuit pour manger des choses sucrées. J'avais des insomnies absolument terribles et en fait, c'était une chose qui me soulageait, sur le moment quoi, pas sur du long terme, mais je me levais la nuit, pour aller manger, des gâteaux, des céréales, des choses comme ça et c'était vraiment terrible comme engrenage. Mais, dans ma tête, c'était la seule chose qui me permettait de tenir, en fait, face à la difficulté que je ressentais, à côté dans mes études, quoi. Ok, donc toi, ça a vraiment été plus une béquille émotionnelle, Ouais. la nourriture. T'as jamais fait de régime? J'ai j'ai fait des régimes. En fait, j'ai vu ma mère au régime toute sa vie et je pense que ça a joué dans la balance. C'était pas une grande cuisinière, mais je sais qu'à la maison, on faisait quand même très attention. On mangeait, beaucoup de légumes, de choses qui avaient pas forcément de goût, c'était assez fade. Et j'ai toujours vu ma mère, en fait, faire le yo-yo. J'ai jamais été grosse à l'adolescence, mais j'étais un petit peu en surpoids
Et, et je me souviens que ma mère, elle faisait de temps en temps les séances, tu sais, chez Weight Watcher avec les groupes, etc. Et j'avais commencé à m'y mettre. Donc j'avais déjà cette notion de régime, de faire attention. Ma grand-mère me le disait beaucoup. Elle me disait pas que j'étais grosse, elle me disait faut faire attention en tant que femme, etc. Ma mère lisait des magazines de mode aussi avec tu sais, des modèles parfaits de corps féminin hyper minces. C'était ça à l'époque en tout cas. Et je pense que ça m'a beaucoup influencée aussi. Donc oui, j'ai quand même, je pense que j'ai mangé en hypocalorie pendant mon adolescence, c'est clair. Et je suis rentrée dans l'engrenage des régimes bah, avec ma mère et puis avec le fait de commencer à sortir avec des garçons. Je voulais faire attention, etc. Donc oui, si, j'ai quand même fait des régimes. Ok, donc oui, il y avait à la fois le côté émotionnel que tu as pu peut-être identifier plus tard, mais au tout Ouais. début, le côté un peu faire attention de par ton éducation en fait, et je pense que ta mère voulait bien faire parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent que c'est bien en fait de faire attention, de suivre des régimes, etc. Et donc tu as, on va dire, accepté ces croyances-là en termes de rapport à la nourriture, de rapport à ton corps. Et il y a aussi le côté plaire aux garçons, c'est ça que tu partageais? Oui, mais ça avait pas tellement d'importance à ce moment-là. J'avais un copain, c'est quand j'ai commencé à sortir avec avec un garçon que ça a commencé, mais je fais pas le lien directement. Je pense c'est un tout. Tu vois, c'est un tout, c'est pas forcément les hommes où j'ai pas eu de remarques genre t'es grosse, t'es pas belle, etc. Mais voilà, c'est l'ensemble. J'ai vu ma mère au régime, j'ai vu les magazines, j'ai écouté ce que la société voulait aussi des femmes finalement. Et tout ça, ben, ça fait que bah, moi aussi, j'ai eu envie de faire partie des femmes finalement qui étaient minces sans vraiment réfléchir à bah tiens, comment je me sentirais si j'étais plus mince ou pourquoi j'ai un petit peu de surpoids aussi tout simplement. Enfin, plein de questions qu'on peut se poser quand on est un peu plus âgé, je pense. À l'adolescence, je me posais pas autant de questions. Clairement, c'est sûr que plus tu avances dans l'âge, plus tu peux avoir de la conscience, plus tu as du Mm, recul aussi sur ta propre vie et plus tu apprends des choses versus quand tu es jeune où tu suis un petit peu les injonctions de la société parce que tu crois que c'est comme ça qu'il faut faire. mm. Et on t'apprend aussi que remettre en question les choses, c'est mal. Par exemple, à l'école, si tu enfreins une règle, si tu rends pas un devoir, tu es puni, tu as une mauvaise note. Et souvent, tu peux aussi avoir l'association de, en fait, je suis pas une bonne personne, en fait, j'ai pas le droit. Et donc, on t'apprend implicitement que bah, ce que tu vois, c'est ça qu'il faut suivre pour être aimé, pour être accepté, pour faire Ouais, partie du moule. Donc toi, tu as vu les nanas dans les magazines. En plus, il y avait ta mère et forcément, tes parents, bah, c'est les premières personnes auxquelles tu fais confiance. Donc tu te dis, bah, si ma mère a fait ça, bah, il faut que je fasse ça, en fait, un petit peu. Et puis après, oui, avec le temps, les remises en question, le travail que tu as fait sur toi, on y reviendra après parce que tu as fait quand même pas mal de travail sur toi, tu as pu te rendre compte que, ben non, en fait, de remettre tout ça en question. ouais, exactement. Et puis même dans les magazines, c'est t'as toujours les pages de régime, minceur, les trucs comme ça. Tu vois ce mot absolument partout. Tu dis bon bah peut-être que c'est ça en fait qu'il faut vraiment faire. C'est ça. En tout cas, oui, c'est ce Ouais. que beaucoup de Mm. personnes se disent. Euh, et du coup, toi, ça a eu quel impact dans ta vie, à partir de ta vie d'adolescente et même un peu après? Comment ça a eu un impact sur tes différentes sphères de vie, les troubles alimentaires? Ouah, c'est une grosse question ça. Ouais, tu connais la maison. Oh, ça a eu un impact majeur, mais je le dis maintenant avec du recul. J'aurais pas forcément pu le dire avant parce que vraiment moi j'étais dans l'optique je sacrifie 6 ans de ma vie pour mes études et je ne veux rien voir d'autre, je ne veux rien entendre d'autre, je ne me concentre pas sur moi, c'est mon diplôme. Donc moi j'ai essayé de voilà, j'ai pataugé dans la semoule à ce moment-là entre ben mon alimentation hypocalorique à ce moment-là. Je pense que j'étais je suis pas sûre qu'on puisse dire vraiment anorexique, peut-être anorexie mentale, mais si quand même, j'ai eu une phase d'anorexie et j'avais des phases de boulimie, alors non vomitive. Heureusement, j'ai jamais pu me faire vomir, hein, j'ai essayé, je dois dire, mais j'ai jamais pu. Et j'oscillais un peu entre ben voilà, hyperphagie, compulsion, anorexie, euh, et, euh, et tout en sachant que j'avais pas l'espace mental pour m'occuper de ça à ce moment-là. Je me souviens pas exactement ce que je pensais, ni si c'était un problème dans ma tête. Je savais qu'il y avait un problème, tu vois. Tu te lèves pas la nuit pour aller manger en te disant c'est normal.
Je pense que je me levais la nuit aussi parce que j'avais faim, parce que je mangeais pas assez la journée et tu vois, c'était un cercle, un peu vicieux donc ça a un impact sur le côté la sphère sociale parce que forcément tu manges pas comme les autres. Tu te dis, en fait, chaque repas devient un stress. Hem, Tu as pas envie que les autres te voient manger comme ça ou te voient manger trop, alors tu fais attention en société à respecter, ta place de femme, qui doit pas manger, énormément, qui doit être fine, voilà, qui ça se voyait pas trop, hein, physiquement en plus, que j'avais des crises comme ça. J'arrivais à maintenir un poids assez normal, mais c'est vrai que ça m'angoissait. Les repas m'angoissaient et dès que je commençais, voilà, à avoir des goûts sucrés, ben, je savais que moi je rentrais dans l'engrenage où j'arrivais plus à m'arrêter. Ça, ça me créait un truc, ouais, au niveau du cerveau, c'était, une j'arrivais plus à arrêter l'engrenage, quoi. Et sur ma sphère amoureuse, ça a pas eu tant d'impact que ça, parce que j'ai finalement rencontré quelqu'un quand j'étais en troisième année d'études. Et ouais, avec cette personne, en fait, j'ai appris pas mal de trucs aussi sur l'alimentation. C'était quelqu'un d'assez sportif, donc il m'a quand même pas mal aidé là-dessus. Mais alors, j'avais moins de troubles, j'avais remarqué, mais ça continuait. Et en fait, plus tard, on pourra en reparler, mais j'ai compris aussi que j'avais moins de troubles parce qu'il venait remplir certains besoins que j'avais et qui étaient pas du tout comblés, quand j'étais vraiment hyper focus, sur, le travail, sur les études, sur les examens et cetera. Donc je dirais que ça a eu vraiment, ouais, un impact sur mon quotidien, sur, les restaurants, sur, comment en fait, j'avais parfois honte de ce que je pouvais manger. Je voulais pas que les autres le voient, le sachent. Hem, Ça m'arrivait de me cacher, tu vois, dans ma chambre d'étudiante, j'étais en coloc et ça m'arrivait de me cacher et de manger, des paquets de gâteaux, des bols de céréales, enfin tous les trucs hyper sucrés, de que tu peux trouver en supermarché qui sont pas chers parce que quand tu es étudiant, tu as pas d'argent et je me souviens quand j'en avais pas dans les placards, tu vois, ça me stressait mais ça m'angoissait. J'avais vraiment une boule au niveau, de la poitrine, en mode, «Mince, si j'ai pas ma dose de sucre, comment je vais faire? Comment je vais faire pour affronter mes émotions?» Et j'ai c'est pour ça que je pouvais sortir juste pour aller acheter des sacs entiers de courses, sucrées, en fait. Et c'était un enfer. Ça a occupé toutes mes pensées. Quand je me levais le matin, je pensais que à qu'est-ce que j'allais manger, comment j'allais pouvoir le compenser. Ça a eu Si ça a eu aussi de l'impact, tu vois, sur le sport. J'ai toujours été sportive, mais au tout départ, je le faisais pas forcément pour les bonnes raisons et bah, forcément, fallait compenser toutes les calories que j'ingérais à l'époque et bah, je me suis mise à faire énormément de sport pour compenser, et ça m'a pas fait que du bien. Oui, alors il y a un côté, très bénéfique de la pratique sportive quand elle est faite pour les bonnes raisons, mais là clairement c'était un stress en plus. Fallait que je trouve le temps d'aller faire du sport. Et ça réglait pas mon problème finalement de d'hyperphagie. En plus, ben, ça impacte la sphère quand même économique. Tu pas beaucoup d'argent quand tu es étudiant et je devais réfléchir à comment j'allais gérer mon budget pour pouvoir acheter de la nourriture et plus, en fait, je me sentais prisonnière dans ma tête, plus ça créait du stress, plus j'avais envie de compenser avec la nourriture et plus c'était un enfer, en fait. Et merci de partager tout ça parce que je suis sûre que tout ce que tu viens de dire là, toutes les personnes qui souffrent de troubles alimentaires le vivent, c'est-à-dire tu Mmh, te lèves avec ces pensées incessantes pour la nourriture. mmh, Parfois même tu te couches avec la peur au ventre de est-ce que je vais grossir, ou tu ouais, penses à ta journée du lendemain parce que tu as ta to-do list prévue dans ta tête et tu t'obliges à faire des trucs en fait qui te vident, qui te nourrissent pas et tu es déjà en train de souffrir. Je te le mmh, partage parce que c'est quelque chose que je pouvais vivre moi à l'époque. Je ouais, planifiais déjà tout dans ma tête pour le lendemain et je souffrais déjà à l'avance. Je disais, mais c'est fou quand même à quel point avec le cerveau on peut se faire des trucs horribles alors que ouais. tu les vis même pas. Et un point important sur lequel je voudrais rebondir par rapport à ce que tu partages, c'est en fait cette idée que tu as placé ton diplôme, ton travail au centre de ta vie. Et tu as dit, je me suis oubliée en fait. Alors, tu n'as Mmh, pas employé ces termes-là, mais c'était ça l'idée générale. Et oui, forcément, ton conjoint, bah, quand tu l'as rencontré, il est venu combler des besoins que tu t'apportais pas parce que tu étais tellement focus sur le travail. Et vraiment, toutes les personnes qui souffrent de troubles alimentaires
sont des gens hyper ambitieux qui souvent travaillent énormément en fait, qui sont très empathiques, qui sont très intelligents, qui sont très sensibles. Et du coup, c'est des gens qui vont aller travailler énormément et qui vont oublier leurs besoins. Ils n'ont même pas forcément conscience de leurs besoins, de leur corps. Souvent, le corps est rejeté, Ouais, vu comme une machine pour accomplir des choses, mais pas comme exactement, ouais. ouais, Ouais. un réceptacle qui te permet d'avancer. Ouais, j'avais pas du tout cette conscience avant, tu vois. Même qu'on pouvait écouter son corps. Mais ça, je pense que ça vient de mon éducation, mais c'était impensable pour moi de me dire mon corps, il a des choses à dire. Je pensais vraiment que avec ma tête. Et effectivement, pour moi, c'était très très important ce diplôme parce que ben, je viens d'une famille qui est pas du tout riche. Et en fait, j'avais beaucoup de pression sur les épaules parce que j'ai payé une partie de mes études. L'été, en fait, je pouvais pas avoir de rattrapage. Il fallait vraiment que j'ai mes examens du premier coup parce que je travaillais pour payer mes études aussi. Donc, j'avais pas le droit d'échouer. J'avais vraiment pas le droit. Donc, je me suis mis beaucoup, beaucoup de pression ouais, le stress, qui est aussi une belle émotion que la nourriture vient bien compenser, ben, m'a vraiment plombée, quoi. Et avec le recul, j'aurais peut-être fait différemment. Mais d'un côté, voilà, je regrette pas d'avoir tout donné pour arriver à ça, quoi. Yes. Ça a eu des inconvénients, c'est-à-dire de te couper de ton corps, de tes émotions, mais ça t'a permis d'avoir la carrière, l'expérience que tu as. Et c'est super intéressant quand tu dis t'as pas le droit d'échouer, ce Mm, qui te met la pression. Et très souvent, si ouais, tu viens d'une famille qui valorise les études et à nos âges, parce que là on a des âges un peu similaires, très souvent cette génération-là de personnes, c'est des gens qui valorisaient beaucoup les études parce qu'ils pensaient que c'était les études qui te permettaient d'avoir une bonne carrière, mm, de te rendre heureuse. Le problème, c'est que c'est pas forcément vrai et que parfois, même le système éducatif euh, te laisse aussi beaucoup dans ce mode bon élève. Tu me diras si ça te parle, qu'il faut tout gérer avec la tête. Tu disais tout à l'heure aussi une ouais. notion très intéressante de, en fait, j'avais pas conscience que mon corps avait quelque chose à me dire parce que ça, on ne nous l'apprend absolument jamais. On t'apprend jamais que ton corps, il t'envoie des signaux, qu'en fait, il communique avec des ressentis et ta tête avec des pensées. Et on est dans une société très cartésienne qui valorise la tête, même les émotions. Voilà, quelqu'un qui pleure, qui est en colère, ah bah c'est mal, tu vois, c'est quelqu'un qui ne sait pas se maîtriser. Donc il y a Mm, une notion de maîtrise, de contrôle. Le problème, c'est que ça coupe de notre humanité. C'est un mot que j'emploie beaucoup, le mot humanité, parce que on est des humains, on n'est pas des machines. mm, ouais. Ouais. C'est vrai que c'est pas une idée très répandue, peut-être dans la génération de nos parents. En tout cas, moi, je l'ai pas du tout reçu de mon éducation. Et c'est vrai que bah, j'ai jamais observé ma mère. Enfin, j'ai jamais eu l'impression qu'elle était proche de son corps, entre guillemets, qu'elle écoutait son corps, que on m'a jamais enseigné ça. C'est clair et tu as dit tout à l'heure que je me suis coupée, mais en fait, je pense que j'ai jamais été connectée avec lui avant un certain âge, pour la simple et bonne raison que j'ai eu une enfance qui était assez difficile. Et en fait, naturellement, j'ai coupé en fait j'ai coupé mes ressentis. Et ça, je m'en suis rendu compte bien après, mais j'ai perdu le mot, tu sais, quand la notion psychologique pour dire que tu te coupes de tes À émotions. dissocier. La dissociation, voilà, exactement. C'est un peu plus tard en psychanalyse que j'ai compris ça, du coup. Enfin, qu'on me l'a fait comprendre. Là, ouais, j'ai quand même découvert un autre monde, quoi. C'est encore un peu bancal, mais j'avais aucune notion de ça. Et il y a un très gros lien avec avec les TCA, ça c'est clair et net. Il y a un très très gros lien. Mais c'est pas évident de s'en sortir quand t'as vécu ça pendant autant d'années. Et surtout, ben, de faire ça seul, ça, j'aurais jamais réussi. Ça, c'est clair que ça aurait été trop compliqué. T'avais essayé seul et qu'est-ce qui t'a après poussé à chercher de l'aide? Ben, j'avais essayé de lire des choses, voilà, de me renseigner un peu, mais à l'époque, il n'y avait pas autant, hein, je pense, sur Internet, sur tout ça. On parlait pas trop. Si, il y avait quand même beaucoup sur l'anorexie, peut-être. Moi, j'étais dans la compulsion alimentaire, j'étais dans l'hyperphagie. Et après, j'ai développé bah, les troubles du mâcher-cracher.
qui sont très peu répandus sur Internet. Alors, je ne sais pas dans la population, mais ça, on en parle vraiment très peu. Et j'étais contente que tu l'aies vécu et j'en suis désolée, mais c'est ce qui a fait écho aussi avec toi. Parce que bah, moi, j'aime bien comprendre les causes, pourquoi en fait on fait ça. Et il y a quelque chose d'assez violent dans le fait de recracher des aliments quand même, etc. Donc, et j'avais pas trouvé de réponse. Et même encore aujourd'hui, c'est pas hyper bien décrit, je trouve, sauf si t'as peut-être vu des choses plus sur le sujet. Mais j'avais commencé seule en fait. J'avais regardé un peu. J'étais allée jusqu'à consulter une psychologue pour ça. Mais j'avais dû faire, je pense, 2 séances et j'avais pas trouvé ce que je cherchais avec elle. J'avais pas l'impression qu'elle pouvait m'aider. Donc j'avoue, j'avais laissé un peu tomber. C'était pas ma priorité à ce moment-là. Oui, ça m'handicapait, mais je devenais un peu active dans ma vie professionnelle. Bon, ça avait moins d'impact qu'avant, ça avait quand même de l'impact, mais voilà, c'était pas ma priorité, honnêtement. Donc il s'est quand même passé quelques années avant que je me dise, bon, faudrait peut-être que je m'en occupe. Mais c'est pas ça qui m'a ramené à consulter une psychologue. En fait, ce qui m'a poussée à aller vers une personne qui, je savais pas à l'époque, allait quand même changer ma vie, c'est plutôt cette sensation que la vie était fade. En fait, je ressentais pas grand-chose. Je ressentais pas beaucoup d'émotions positives. Je ressentais beaucoup de lourdeur, d'émotions plutôt négatives. Et en fait, je m'éteignais petit à petit, alors que ben, j'étais pas censée m'éteindre. J'avais mon diplôme, j'avais le métier dont je rêvais. Personne m'a forcé à faire ces études, donc c'était vraiment mon rêve de petite fille. Et j'avais un compagnon, enfin, j'avais une vie sympa, et pourtant j'étais pas satisfaite de cette vie, j'étais pas heureuse, et je comprenais pas vraiment pourquoi. Et bah, j'ai commencé à consulter cette psychologue qui était spécialisée dans quelque chose que je citerai après, mais je le savais pas à l'époque. Et en fait, elle m'a parlé de pas mal de choses, d'hypersensibilité, de neuroatypisme, voilà, de façon de penser un peu différente. Et à cette époque-là, ben, j'étais pas du tout ouverte au sujet. Et je pensais même qu'elle avait pété une durite. C'est Et je quoi me disais, mais cette pépère? cette personne ne va pas bien. Mais alors je dis neuroatypique aujourd'hui, mais elle avait présenté ça plus comme HP au potentiel, etc. Et moi je dis, mais c'est impossible. Pour moi, c'est des personnes qui sont super intelligentes, qui savent tout sur tout, sans avoir rien appris. Genre un génie des maths, quelque chose comme ça. Alors que, ben, moi je suis pas du tout comme ça. J'étais une élève plutôt moyenne. J'étais pas bonne dans les maths, dans la physique. Et c'est vrai qu'on m'a toujours mes profs, en tout cas de maths, physique, m'ont jamais encouragée dans la voie vétérinaire parce que ils se sont dit, mais elle a complètement rêvé, elle pourra jamais le devenir. Et mon prof de maths m'avait dit ça hein, quand j'ai eu mon bac, que j'étais pas faite pour être vétérinaire. Donc voilà. Bon, Wow. ça a été, ça a pas été dur parce que, étonnamment, j'étais certaine d'être faite pour ça. Donc, et ça n'avait pas de sens l'école pour moi parce que ben, je préparais pas mon métier. Moi, je voulais être après le bac, tu vois. Je voulais je voulais commencer mes études et apprendre mon métier et j'étais pas très intéressée par l'école. Donc pour moi, à m'associer au terme HP, c'était juste impossible. Donc j'ai arrêté les séances avec cette personne. Hein. Vraiment, je me suis vraiment dit, ça n'a aucun sens. Et, euh, et c'est 3 4 ans après, je pense que j'ai rencontré une autre psychologue qui m'a aussi parlé de ça. Et là, j'ai commencé à m'ouvrir un peu au sujet et cette personne m'avait envoyé un livre en mail et c'était Je pense trop de Christelle Petit-Colin. Je sais pas si tu connais. C'est un livre justement sur les neuroatypiques et j'ai lu ce livre. C'était juste avant qu'on annonce le confinement. Et en fait, ça m'a ouvert à un monde que j'ignorais complètement. Ce livre a changé ma vie. Franchement, si je peux citer voilà, un livre qui a eu un impact immense sur moi,
Ben, c'est celui-là, parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir ouvert un livre qui me décrivait complètement mon mode d'emploi. Et là, j'ai commencé à faire, le lien avec, bah, tous les besoins que j'avais fait taire, heu, toutes les émotions que j'avais fait taire, en fait, tous les masques que la société, elle nous met et qu'on accepte sans vraiment réfléchir. Donc là, il y a un travail, qui a commencé, un travail d'acceptation, en fait, de, ben, ce que j'étais et le ça m'a aidé à comprendre, en fait, si tu veux, mes besoins, de comment, en fait, je fonctionnais, pourquoi j'étais, complètement coupée de mes émotions, pourquoi, les relations avec les gens ne me satisfaisaient pas. Ça, j'en ai pas trop parlé, mais j'étais pas nourrie dans mes relations. J'avais des amis, j'ai toujours eu, des facilités à me faire des amis, j'en ai toujours eu beaucoup et là, en fait, j'ai compris pourquoi quand j'étais avec des gens, bah, j'étais pas vraiment, il manquait un truc et j'avais pas cette notion de, ben, OK, moi j'ai besoin de plus de profondeur que la plupart des gens. Parler de la pluie et du beau temps, ben, c'est pas quelque chose qui me suffit. J'ai besoin de pouvoir parler de mes émotions, comprendre la personne en face, pourquoi elle est qui elle est, pourquoi elle est là où elle est et cetera et en fait, j'ai découvert, bah, voilà, tous ces rouages. Ça m'a juste ouvert une porte, mais c'est pas ça qui m'a fait, vraiment avancer, mais en tout cas, ça a été vraiment le point de départ où là, ben, j'avais j'ai pas eu envie de retourner vers la psychanalyse et parce que pour moi, à ce moment-là, c'était plus on retourne dans le passé pour essayer de comprendre et là, j'avais besoin de plus de quelque chose pour apprendre à me servir, bah, du mode d'emploi que j'avais trouvé et de l'appliquer, si tu veux, dans la réalité parce que je me dis: «Ben, c'est incroyable, je toutes les pages m'ont parlé», tu vois? Je me suis dit: «Mais c'est comme ça que je fonctionne, je me reconnais dans presque tout, mais comment je vais faire pour, vraiment l'appliquer, dans ma vie?» parce que c'est vers ça que j'ai envie d'aller, je suis sûre que c'est ça qui peut me rallumer, en fait, finalement et c'est là où j'ai découvert, bah, le coaching avec, le SSB dont je t'avais déjà parlé, avec j'ai découvert la chaîne de Esther Taïfé, hem, j'ai découvert, en fait, des personnes, hypersensibles qui parlaient des problèmes alimentaires et c'est là où j'ai commencé à faire le lien. Mais avant, je l'avais pas forcément fait. Donc là, j'ai suivi, je pense, toutes les vidéos de cette chaîne. J'ai commencé à envisager de travailler avec des gens, justement, en coaching. Je connaissais pas du tout, hein. Moi, c'était pas, j'avais aucune notion de qu'est-ce que c'était, mais je savais que c'était un petit peu plus dans l'action que dans on va chercher dans le passé pour expliquer, pourquoi j'ai ce comportement. En fait, m'expliquer pourquoi, je pense que je commence à comprendre pourquoi, mais je veux pas qu'on m'explique pourquoi, je veux savoir comment je m'en sors. C'était surtout ça bah, en fait, les vidéos de coaching, elles m'ont énormément parlé. Je me dis: «Mais c'est super, en fait, cette personne, elle pose plein de questions». Heu, Elle va explorer en profondeur, tu vois? Tu te dis: «Ben, c'est un super chemin à suivre pour apprendre à se connaître, pour, bah, pour vraiment comprendre ce qu'on veut dans la vie, pour, savoir ce qui nous rend heureux, pour réfléchir à quelle vie professionnelle je veux, quelle façon d'exercer, quel compagnon, quelle relation avec mes amis j'ai envie d'avoir» et cetera et j'ai trouvé ça absolument fabuleux et je suis tombée là-dedans. J'ai intégré, bah, un programme de coaching, en groupe pendant 6 mois et là, en fait, il s'est passé, tellement de choses. Je pourrais jamais décrire à quel point ça a changé ma vie, mais ça a, levé, en fait, tous les masques que j'avais, que je mettais pour, paraître, bien, pour paraître, être une bonne personne. Heu, Tu sais, tu as toutes les injonctions: «Il faut», «Je dois». C'était autour de l'alimentation et à la fois pas que. Donc ça oui, il y a eu du coaching, sur l'alimentation, sur, ben, des croyances, autour, je sais plus, je saurais plus te dire exactement, mais ça peut être des trucs un peu tout bêtes comme on parlait la dernière fois de: «Il faut finir son assiette», tu vois? C'est des trucs qu'on entend quand on est tout petit et finalement ça n'a aucun sens. Donc ça fait juste en sorte que tu t'écoutes jamais. Mmh. Tu n'écoutes jamais ta satiété. J'ai voilà, on a bossé sur, bah, les signaux de faim, les signaux de satiété
sur comprendre un peu. Alors les bases de l'alimentation, tout ça, franchement, j'étais tellement experte là-dedans que j'aurais pu être, comme la plupart des gens qui t'écoutent, comme toi, on aurait tous pu être diététiciens. C'est clair. On a plusieurs métiers en un. Voilà, exactement. Mais voilà, j'avais développé une sorte de peur des glucides à force qu'on te répète, ça fait grossir. Après, une autre période, c'était c'est le gras qui fait grossir, alors il faut supprimer le gras, donc tu sais plus quoi penser finalement. Et puis, on a travaillé autour des besoins, en fait, des choses qui nourrissent vraiment de l'intérieur et pas dans l'assiette, en fait. Et ouais, c'était un monde incroyable, vraiment incroyable. Et là, je me suis dit, j'avais aucune notion de l'impact que ça pouvait avoir dans la vie des gens. Alors après, il faut vouloir hein, se poser des questions. J'ai compris qu'il y avait aussi des personnes qui n'avaient pas forcément ces envies-là. Mais par contre, moi, j'aimais bien aller vers des personnes qui avaient ces envies-là, qui aimaient justement aller en profondeur, réfléchir sur elles-mêmes, etc. Donc, mon cercle social a complètement changé. Je me suis entourée beaucoup plus de ce genre de personnes. Ça m'a énormément nourrie. J'ai eu des qualités d'amitié. Waouh, juste waouh. J'avais une stabilité, en fait. J'avais voilà, un travail qui me plaisait à ce moment-là. Des personnes qui m'entouraient juste extraordinaires. Et je me suis dit, je suis passée à côté de ma vie. J'avais 28 ans à ce moment-là, quand j'ai réalisé ça. Et ça m'a fait mal. Mais en, en cherchant un peu, tu vois, sur Internet, il y a beaucoup de forums ou de sites de rencontres pour justement les personnes qui sont un peu neuroatypiques. Parce que je trouve qu'on n'en a pas. Enfin, c'est difficile de rencontrer. Quand j'en rencontre, je sais exactement que c'en est une parce que c'est hyper fluide dans la discussion. Tu te sens comme si tu connaissais la personne depuis 10 ans. Enfin, voilà, il y a ce truc qui se passe. Et en cherchant, en fait, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens de 40-50 ans qui disaient que eux, ils avaient découvert ça à cet âge-là et que ils avaient l'impression d'être passés à côté de leur vie. Alors je me dis, bon, allez, 28 ans, c'est pas si grave, mais ouais, ça a été dur. C'était magnifique et à la fois, ça a été très dur parce que j'avais passé 28 ans à côté de mes pompes, quoi. Enfin, pas 28 parce que quand t'es bébé, tu te rends pas compte. Mais ouais, j'avais l'impression d'être passée à côté de quelque chose quand même. C'est hyper intéressant ce que tu racontes. Effectivement, en fait, il y a un parcours de vie. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'ajouter à ce que tu viens de dire pour Mhm. rebondir. Déjà, effectivement, quand tu comprends ta notice interne, que t'es pas entre guillemets comme tout le monde, ça soulage parce que tu te comprends en profondeur et ça explique tellement de choses. Que, ah, en fait, tu es hypersensible. Ah, en fait, tu réfléchis pas comme la majorité des gens. Ah, en fait, tu as même carrément des besoins qui sont pas comme la majorité des gens et que du coup, tu vas avoir une vie qui va pas ressembler à la norme. Donc, très souvent, ce que je vois, c'est que on va essayer à un moment donné de correspondre à la norme et ça va nous Mhm. faire souffrir. On va ressentir le fameux vide que tu as décrit. Que sur le papier, ça Mhm. fait bien, tu as une maison, tu as un super travail qui est valorisé par la société, tu as un conjoint, tu as un chien, tu que sais-je, un enfant, peut-être, Des enfin, je sais chats, pas, des chats. t'as des chats. Voilà, toi, en tout cas, t'as des chats. Mais je veux dire, tu vois, c'est OK sur le papier, ça fait bien. Mais intérieurement, on nous a jamais appris à nous dire que la réussite, en fait, elle vient d'un état d'être, que c'est ça qui nous dit si oui ou non on est aligné. Mhm. On nous a toujours appris à, en fait, il faut que tu aies un travail, il faut que tu aies ceci. Et si tu coches les cases, des fameuses cases, n'est-ce pas? Eh bien, ça y est, tu es Mhm. une bonne personne, tu as réussi ta vie. Sauf que non, parce que si tu te sens mal au quotidien, dans ta tête, dans ton corps, bah, en fait, t'as rien réussi du tout. En tout cas, c'est ma croyance. Ouais. Et donc, ça demande tout un cheminement. Et la chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est que j'ai pu remarquer qu'en fait, on a tous un parcours de vie et qu'on se découvre au fur et à mesure, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Avant, comme il n'y avait pas Internet, bah, les gens mettaient beaucoup plus de temps à acquérir l'information qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une chance inouïe Mhm. parce qu'on est dans une ère d'information. Tu tapes sur ChatGPT, il va te dire, tu tapes sur Google, tu as des pléthores de vidéos de plein de gens qui parlent sur des sujets qui autrefois étaient tabous. Mais aujourd'hui, c'est pas l'information qui manque. Donc c'est vrai que nos générations à nous et même les générations futures euh, iront plus vite à comprendre peut-être les choses. Moi, je sais que tout comme toi, ça m'a énormément aidé
de faire des recherches sur Internet pour Mm. comprendre. Si j'avais jamais eu Internet, mais je m'en serais jamais sortie aussi vite, on va dire. Donc c'est vrai que les générations passées, elles mettent plus de temps. Et on a tous un chemin de vie où, à un moment donné, on a une espèce de connexion un peu plus spirituelle, on va dire, d'alignement. Et c'est vrai qu'avant, ça se faisait plus tard. Maintenant, ça va se faire plus vite, puisqu'on est dans une société qui va plus vite, où, comme dit, il y a hum, ouais, plus d'informations à disposition. Ouais. Et C'est plus après, facile en tout cas de les trouver. Ça, c'est c'est ça, clair. c'est plus simple de les trouver. Après, comme tu Ouais. l'as dit, ça demande de les chercher. C'est sûr que Mm. si on ne cherche pas, et pareil, il y a un stade où souvent on est dans le déni. On ne se rend pas compte, on n'a pas conscience même que c'est un problème. Parce qu'on se dit, on a tellement coché toutes les cases de la société, on nous a tellement appris à... Bah, toi, en tout cas, tu on t'avait tellement... Ta mère, tout ça, t'avais tellement mis dans un cocon où t'avais des idées préconçues que bah, pour toi, tu suivais la bonne voie, en fait. Ouais, exactement. Alors, Ouais. tu l'avais déjà pour ton travail, parce qu'on sent que t'es passionné par ce que t'aimes, euh, mais pour le reste, de te connaître toi-même, c'était pas encore là. Donc c'est super que Ouais. ce coaching, bah, ça t'ait permis de comprendre ça. Et c'est pas moi qui dirais le contraire, hein, parce que je crois à 2000% au coaching. Pour moi, tout le monde devrait se Ouais. faire coacher, mais bon, ça c'est autre chose. Donc trop bien que t'aies pu ouais, te comprendre en profondeur. Et après, bah, du coup, tu peux te faire ta vie sur mesure. Ouais, ouais. Et c'est vrai, pour rebondir sur ce que tu disais, on a l'impression que la société, elle dit, ben voilà, faut faire le collège, le lycée, avoir le bac, faire des études, parce que ben, le diplôme, c'est très important. Et moi, maintenant, je reviens dessus, mais bon, j'ai un métier où il faut un diplôme, c'est normal. Donc, mais si j'avais pas eu cette passion et que j'étais pas allée chercher, je sais pas, un bac plus 6 plus 7, ben, je me dirais pas. Enfin, je sais qu'en France, c'est très important le diplôme. Et maintenant que je vis en Suisse, je vois en fait à quel point ils fonctionnent différemment pour ça et je trouve ça bien. C'est pas si important. T'as plein de façons en fait d'avoir le même métier en Suisse et t'as des apprentissages, t'as plein de choses. Alors que bah, en France, t'en as en général pas énormément et ça dure longtemps et c'est valorisant que ça dure longtemps. Donc, et finalement, ça te donne pas forcément accès à un poste bien payé, tu vois, comme les parents peuvent penser. Euh, et finalement, c'est pas ça non plus qui te rend heureux. Donc, et on a l'impression, voilà, qu'il faut aller chercher ce diplôme, puis après être en couple, se marier, faire un enfant, avoir un chien, avoir une maison, etc. Et moi, c'était pas du tout en fait un cadre qui me correspondait. Et je dis pas que c'est pas un bon cadre parce que j'ai des amis à qui ça correspond tout à fait. Ils ont fait ça un peu dans cet ordre-là. Ils sont très heureux comme ça. Et moi, je me disais, ben mince, je vais dans cette direction et en fait, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Et je veux pas, voilà, je veux pas, je veux trouver ce qui me fait du bien, ce que j'ai envie, mais je veux pas, je crois que je veux pas aller là-dedans, tout simplement. Et ça a été assez dur bah voilà, de séparer les chemins et d'aller chercher vraiment ce qu'il fallait, d'aller se poser les bonnes questions. Et c'est vrai que c'est pas évident. Ouais. Clairement. Et du coup, tu as fait tout ce cheminement. Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie au quotidien? Alors à ce moment-là, donc j'exerçais du coup dans le sud de la France. J'avais trouvé un super équilibre. J'étais séparée de mon compagnon, avec qui ça a duré 10 ans quand même. Donc ça a été très difficile, mais c'était le coaching est arrivé à ce moment-là. Donc il m'a aidé en fait à me relever et à avancer, à comprendre vraiment bah, ce qui allait pas dans ma relation aussi. Euh, j'ai j'avais voilà cet équilibre assez bon entre vie professionnelle, vie sociale, cadre de vie, j'aimais beaucoup. Et le coaching, en fait, m'a permis de faire taire complètement mes troubles alimentaires à cette période. Donc, je mangeais normalement. Alors, quand je dis normalement, je pense avec le recul quand même, j'ai conservé une peur des glucides. Donc, j'ai mangé en hypocalorie quand même. Je m'en suis pas rendu compte. J'ai perdu, je pense, 14 kilos en 3 mois avec ce coaching. Je l'ai pas fait à la base spécifiquement pour perdre du poids, mais pour faire la paix en fait avec la nourriture. Mais ça m'a apporté ben, moins 14 kilos, donc je me sentais hyper bien dans mon corps. J'avais de l'énergie, voilà, j'avais tout cet équilibre. Et puis, il y a quelques années, en fait, j'ai changé de cadre de vie.
Donc j'ai déménagé en Suisse suite à une opportunité professionnelle qu'on m'a proposée. Et là, en fait, mon environnement a changé. J'ai eu de nouveau énormément de mal à retrouver un équilibre. Et j'ai eu beaucoup de stress parce que j'ai un poste à responsabilité. J'ai commencé de nouveau à repenser à la nourriture. Alors plus de la même manière qu'avant, parce que le coaching avait quand même résolu beaucoup de choses, hein. Je pensais plus en permanence à la nourriture, ça c'était un soulagement. Et je sais que je reviendrai plus jamais à ça. Je n'avais plus de compulsion alimentaire. Parce que ça, je trouve que c'est important à dire. On peut avoir des compulsions alimentaires quand on mange de manière restrictive, quand on mange pas suffisamment de glucides aussi, parce que le corps, il va informer le cerveau que là, il y a un gros problème et qu'il faut manger absolument des glucides, par exemple. Ça peut déclencher des compulsions alimentaires, et ça, je l'avais pas compris, en fait. Donc, quand j'ai commencé à remanger un peu plus de glucides, je me suis rendu compte qu'il y avait une couche qui était partie toute seule sans que j'ai rien eu à faire. Et j'avais plus ces trucs vraiment, on aurait dit une droguée. J'avais des pensées obsessionnelles, vite il me faut du sucre. J'avais presque les mains qui tremblaient tellement j'avais besoin d'une dose de sucre à cette époque-là. Et le fait d'avoir mangé plus en quantité, ça a complètement changé. Et en fait, il y a beaucoup de femmes, particulièrement, je trouve, qui pensent qu'elles ont des problèmes de comportement alimentaire, alors qu'en fait, elles ont des problèmes surtout d'hypocalorie. Et juste le fait de remonter un peu les calories, ça éteint complètement leur problème de troubles alimentaires. Et ça, je l'avais pas compris à l'époque. Alors, je voulais rebondir pour donner un peu plus de détails sur le fonctionnement du corps et du cerveau. Mm, Parce que quand effectivement tu manges en hypocalorie, il y a beaucoup de gens qui pensent que 1500 calories pour une femme, c'est bien. En mm, général, ça demande d'aller au-delà, même si le but, c'est pas de compter les calories, c'est plus de se fier aux sensations du corps. Et quand on est en hypocalorie, juste pour les personnes qui nous écoutent, il y a des symptômes corporels. C'est-à-dire, on va avoir froid, on va penser tout le temps à la nourriture. Pour certains, ça peut même dérégler le cycle hormonal, enfin, les règles. Il y en a qui vont carrément ne plus avoir leurs règles. mm. Pour d'autres, ça va être aussi de la frilosité au niveau des extrémités, euh, une fatigue assez intense, être irritable aussi. Quand tu es irritable, Mm. tout t'énerve parce que tu as hâte de manger. En fait, ce sont des symptômes que ton corps, il manque d'énergie. Et c'est aussi pour ça que le cerveau amène à penser à des aliments souvent très riches. Ça peut Mm. être des aliments transformés. Bon, en général, on ne pense pas à manger des brocolis, hein. Ça va être soit du pain, ça va être du fromage. Mais souvent, c'est tous les aliments que les personnes s'interdisent mentalement. Mm. Mais c'est pas un manque de volonté, c'est simplement parce que le cerveau perçoit un manque d'énergie et de plaisir. Plaisir qui est essentiel aussi au rassasiement. Mais avant tout, comme tu l'as très bien dit, d'énergie et que les glucides, ça fait pas grossir. Ça, c'est une espèce de fausse croyance, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas en manger ou en très petite quantité. Or, il faut savoir que notre cerveau, bon, c'est majoritairement du gras, mais il consomme énormément de glucides à lui tout seul juste pour fonctionner. Donc, c'est aussi s'enlever cette croyance que dès qu'on mange quelque chose de riche, ça va aller dans le ventre et qu'on Ouais, va prendre du gras du ventre. Pas du tout, ça exactement. va aller dans les organes, ça va faire en sorte que le corps fonctionne bien. Voilà, petite parenthèse refermée, mais merci de le préciser. Ouais, ouais, mais c'est vrai que j'avais conservé un peu cette hantise. Alors, je dis glucides, mais tu vois, en y réfléchissant, il y avait quand même le gras aussi. Donc il y avait quand même 2 catégories d'aliments, et avec ça, en fait, ton corps, il se dit, «Elle va jamais survivre celle-là. Faut qu'on lui envoie des pensées qui font qu'elle va manger». Ça, et c'est comprendre que du coup, le corps, il est avec soi et pas contre, parce qu'on pense qu'on a un manque de volonté, pourquoi j'arrive Mmh, pas à résister. Mais non, en fait, ne résiste pas, parce que c'est juste ton corps qui te montre la voie. Le corps, c'est mieux que la tête. Et oui, d'ailleurs, le cerveau, c'est majoritairement du gras. Donc, si on mmh, ne mmh. se nourrit pas assez de gras, en fait, on réfléchit moins bien, moins vite. Donc, ça a Ouais, aussi un exactement, et puis incidence. même les hormones, hein. Ouais, C'est ça, les hormones, les règles, c'est aussi le gras, suffisamment ouais. d'énergie. Ouais, c'est vrai que ça, je l'avais pas précisé, mais alors, à l'époque où j'étais dans le sud, j'étais urgentiste, donc je travaillais la nuit. Et en fait, ça a contribué à me dérégler quand même pas mal.
Alors je pensais avoir réglé, mais genre 100% de mes problèmes, alimentaires à ce moment-là. Mais j'avais conservé un petit peu de peur envers, bah, ces 2 catégories d'aliments, les glucides, les lipides et j'ai eu beaucoup, beaucoup de troubles hormonaux. Mais j'ai pas directement associé à mon assiette. Je l'ai pas directement associé, je l'ai mis plus sur le compte, du stress, de la nuit et cetera, du fait de travailler de nuit et hem et du coup, bah, quand j'ai déménagé, alors j'avais plus vraiment de problème, j'étais, en jeûne intermittent et je trouve que ça avait été une super solution pour me recalibrer sur mes sensations de faim et de satiété et encore aujourd'hui, ça m'arrive de l'utiliser quand, je suis plus très sûre. Ben, de savoir, voilà, quand j'ai faim, quand j'ai moins faim. Ça a été, voilà, j'ai fait, je pense, 1 an et demi de jeûne intermittent et ça m'a beaucoup, beaucoup réussi. Ensuite donc j'ai déménagé, dans un autre pays, changement de cadre, changement de travail, changement de culture, changement de tout, et là, en fait, je me suis redéséquilibrée entre ma vie, professionnelle qui m'a pris un temps mais monstrueux. C'était, quasiment 100% de mon temps. Ma vie sociale, quasi inexistante. J'étais partie alors je suis partie avec une de mes amies, mais elle arrivait plus tard et en fait, on s'est retrouvés dans un pays avec une culture, que je trouve assez froide, la Suisse. Hem, donc on a eu beaucoup, beaucoup de mal à créer du lien avec les gens, heu bah, finalement, voilà, les émotions fortes sont quand même, revenues, le stress, la tristesse, le sentiment de solitude. Tout ça, en fait, a fait que, ben, il y a une petite partie de mes problèmes, avec l'alimentation qui sont revenus parce que j'avais besoin de compenser ça et puis, bah, mon cerveau, comme il voulait me protéger, bien sûr, a dit: «Bah, on va lui redonner un petit peu de compulsion alimentaire». Mais c'était, je pense, allez, c'était, peut-être 15% de ce que j'avais avant, donc rien à voir. Aucune obsession, toute la journée, c'était vraiment très ciblé. Là où mes problèmes étaient vraiment sur les fins des repas où j'avais toujours besoin d'un petit truc sucré, pour, finir le repas. J'avais, bah, toujours ces crises entre guillemets de «mâcher, cracher». Je me disais: «Ben, voilà, c'est pas très grave, tu recraches une partie de l'aliment et cetera», mais finalement, je me rendais bien compte que ça allait pas. Je me sentais pas bien après les repas, après certains repas en tout cas, je le faisais pas tout le temps, mais après certains repas, je me sentais pas bien. J'avais repris du poids quand je suis arrivée avec le stress. J'avais repris, 5-6 kilogrammes. Alors ça se voit pas beaucoup chez moi parce que je suis très grande, mais ça me gênait. Je me sentais pas très bien dans mon corps et là, je me suis dit: «Bah mince, il me reste quand même une partie qui est revenue». J'avais des outils avec, l'ancien programme de coaching, mais voilà, tout seul, c'est quand même un peu différent que d'être accompagné et c'est là où, ben, j'ai décidé de faire appel à toi. Moi, ça faisait, je pense, 1 an que je t'avais repéré sur les réseaux sociaux. Je te connaissais pas il y a quelques années, mais il y a 1 an, j'ai recommencé à regarder du contenu justement pour, faire seule de mon côté, donc j'ai consommé beaucoup de contenu gratuit. Hem je me suis dit: «Bah tiens, bon là, c'est pas mon focus». Quand je suis arrivée, j'ai récupéré, plusieurs, cliniques vétérinaires. C'était ça mon focus. J'avais pas l'espace mental pour, faire un coaching. J'avais pas, je me sentais pas en fait. Je m'étais dit: «Je vais pas être à 100%, ça sert à rien». Donc j'ai consommé du contenu gratuit pendant, je pense, une bonne année et demie et puis, là après j'ai décidé de te contacter parce que j'avais un peu plus d'espace mental et voilà, c'est là où on a commencé à travailler ensemble. Yes, je me souviens que tu m'avais expliqué tout le parcours que tu avais fait, Mmh, qui est absolument incroyable. Vraiment, je me suis dit, waouh, c'est déjà une personne avec qui je vais adorer travailler parce que bah, tu as déjà ce pied aussi dans le coaching, tu sais déjà un petit peu ce que c'est. Et au-delà de ça, bah, tu as cette envie d'être pleinement bien dans ta vie, si je puis mmh, dire. Et oui, toi, ton problème, c'était, et merci d'en parler parce que tu me posais la question tout à l'heure si je connaissais des gens qui en parlaient. Bah, pas tant que ça, en fait. Après, je t'avoue, non, moi, hein, ouais. c'est plus trop on va dire, les sujets sur lesquels je me renseigne tous les jours, les troubles alimentaires, parce que, et encore, c'est un peu faux parce que j'aime bien en apprendre encore toujours plus. Mais c'est vrai qu'on en parle peu. Et pour autant, c'est pas un comportement normal, c'est un Mmh, comportement qui dit des choses en fait de soi. Souvent, tu vois, il y a un refus d'accueillir l'abondance d'énergie, ouais. de plaisir dans son corps et du coup aussi dans sa vie. Si on veut
une version un petit peu philosophique de la chose. Et du coup, ouais, toi, qu'est-ce qui t'a hum, conforté dans cette idée de te lancer dans le coaching, Savoure la vie, et un petit peu, bah, qu'est-ce que ça t'a apporté et où t'en es aujourd'hui? Bah, en fait, je voulais refaire un coaching parce que j'avais vu les résultats que j'avais eus avant avec l'équipe de Se Sentir Bien et là où c'était un coaching de groupe, j'avais plus forcément envie, d'être dans un groupe. Je voulais tester, en fait, le coaching, individuel et voilà, je savais qu'il y avait une partie, forcément qui était déjà «acquise» entre guillemets parce que j'avais eu un gros, gros travail, sur moi. Mais il y avait une partie de moi je savais que j'arriverais pas, à m'en sortir, toute seule, en tout cas, je trouve que le coaching, c'est un accélérateur de résultats et c'est vrai que le but, en fait, derrière, c'est que la personne qui te coach, elle mette en lumière, finalement, des choses que tu vois pas toi-même et je me disais: «Ben, mince, j'arrive pas à le régler moi, donc il y a des choses que je ne comprends pas et probablement j'ai encore de la restriction cognitive, par rapport à certains aliments». D'où le fait de recracher finalement, c'était des produits sucrés, hein, donc j'en voulais pas dans mon corps, en fait. J'en voulais pas et c'est vrai que j'avais pas forcément compris que, ça pouvait être positif, des produits sucrés pour le mental, pour la santé mentale. Je visais que la santé physique et comme, bah, je fais beaucoup de sport pour les bonnes raisons cette fois, que je fais vraiment attention, à ce que je mets dans mon assiette pour être en bonne santé, bah, j'avais pas forcément, identifié, voilà, le fait que un produit qui était, sucré, transformé, ça pouvait de temps en temps être positif justement, avoir un impact positif sur la santé mentale et ça, c'est une des choses que j'ai apprécié, dans le coaching. Hem, le fait que ce soit des séances individuelles, ça m'a beaucoup aidée aussi parce que j'avoue qu'en groupe, j'avais plus de mal à m'exprimer. Alors c'était pas des gros groupes, hein, à l'époque, mais alors il y avait des avantages qui étaient que, bah, tu entends les autres parler de sujets et tu te dis: «Ah bah oui, tiens, j'ai ça aussi». Je n'aurais pas pensé à l'amener en séance. Et c'est super intéressant, mais moi, j'avais plus de mal à me livrer et là, j'avais besoin vraiment d'être en tête-à-tête avec une personne pour avoir des séances un petit peu plus ciblées et et franchement, ça a super bien été pour, les 15 derniers pourcents, on va dire, qui me restaient. Hem, là où ça a changé aussi du fonctionnement dont j'avais l'habitude, c'était les échanges par WhatsApp. Où, ça c'était vraiment top d'avoir une certaine, disponibilité de ta coach. Ça c'est quelque chose que j'avais pas forcément avant et de se dire, «Bon ben, là je suis pas seule». C'est vraiment je suis pas seule. C'est pas un on se fixe un rendez-vous, j'attends, je sais pas 2 semaines avant d'avoir un autre rendez-vous. En 2 semaines, je me gère. C'est non, là, il y a tous les jours, il y a la possibilité d'avoir des échanges, même le week-end, quand ça va pas, si j'ai une question, si j'ai un souci. Donc là, je me suis sentie, vraiment peut-être plus accompagnée dans ce sens-là. Yes. Donc, tu as eu plus de profondeur, plus d'échanges quotidiens, une Ouais. sensation d'être plus soutenue. Euh, Soutenue comme j'avais besoin à ce moment-là, parce qu'avant, ouais. en fait, ça a dégagé tous les trucs en superficiel et puis là, j'ai vu que j'avais besoin OK, là, il faut creuser vraiment profond. Donc là, j'ai besoin de séances vraiment en individuel et des séances qui durent entre 1 et 2 heures. Donc ça, c'est assez rare, hein. C'est assez rare de tu as souvent des personnes qui proposent, des 1 heure ou des 45 minutes. C'est vrai qu'au-delà d'1 heure, ça commence à être difficile aussi pour le cerveau, mais là, en fait, une séance, on allait au bout, en fait, du truc. Peu importe le «temps» entre guillemets, on allait au bout. Ouais, effectivement. C'est vrai que je propose des séances qui vont jusqu'à 2 heures. Pour cette raison, j'ai aussi envie que tu te sentes, tu vois, dans ton cocon et qu'on aille vraiment bah, à la racine, que ça s'intègre vraiment à l'intérieur de toi. Et toi, le parcours que tu as fait, il est top parce qu'en fait, tu as débroussaillé tout ça il y a quelques années. Et en fait, en changeant de vie, tu t'es rendu compte qu'il restait deux, trois petites choses qui te gênaient. Ouais. Et tu as eu, bah, je dirais, le courage, l'amour de toi-même d'aller jusqu'au bout. Et effectivement, les séances de coaching one-one, donc il n'y a pas un truc qui est mieux qu'un autre, hein, c'est comme dans tout dans la vie. Mmh. L'avantage des séances de coaching one-one, c'est que tu peux aller beaucoup plus profond et effectivement, tu te livres beaucoup plus
parce que t'es pas observé en fait. Et t'es dans un espace complètement safe où il n'y a pas de jugement parce que j'ai vécu exactement comme toi. Moi, mon rôle, c'est juste de t'écouter, de comprendre ce qui bloque, de t'aider à libérer tout ça pour que tu puisses vivre ta meilleure vie, que tu kiffes ta vie. C'est ça mon rôle. Mais effectivement, le coaching de groupe, l'avantage, c'est que tu as des effets miroirs, c'est que, Mm. bah, en fait, il y a des, comme tu disais, des gens qui vont amener des sujets auxquels tu n'aurais pas pensé. Euh, donc, en fait, ça se complète, mais c'est voir quels sont tes besoins et à quel point ça correspond à ce que tu recherches. Et aussi, qui es-tu en tant que personne? Il y a des gens qui aiment particulièrement le groupe, il y en a qui préfèrent plus l'individuel, mais je dirais que ça évolue ouais, en fonction de ton Ouais, si chemin t'es de vie, ton introverti, parcours de vie. extraverti, etc. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça complètement. Mm. Et c'est bien de tester les deux pour voir justement bah, qu'est-ce que les deux peuvent t'apporter. Donc toi, tu disais que ça t'a majoritairement apporté ce côté, ok, les aliments sucrés, finalement, c'est peut-être pas tant un problème, ça t'a permis Ouais. de te les De autoriser. dédiaboliser. Tu vois, c'est vraiment ça, de dédiaboliser. Oui. De se dire, ben en fait, merde, j'ai droit d'en manger. Et en fait, en s'interdisant d'en manger, bah t'as forcément envie d'en manger plus parce que tu sais que après tu vas plus te l'autoriser. Donc c'est un peu le foutu pour foutu. Allez, c'est bon. Je mange tout ce que je peux maintenant parce que je sais pas quand est-ce que je me l'autoriserai encore. Et je crois que c'était un peu ça dans ma tête qui se passait. Donc ça m'a permis ouais, de dédiaboliser le sucre et de me dire, bon ben, et de savourer en fait, d'apprendre à savourer l'aliment pour y trouver du plaisir, pour y trouver du réconfort. Et quand on revient à ces sensations, ben en fait on se rend compte qu'on a moins envie d'en manger en quantité. On peut en avoir envie souvent, mais en fait on se dit plus, ben c'est bon, la quantité ce sera pas un problème, je sais que ça va me rassasier en temps de bouchée. Je vais pas avoir besoin de me faire un plat de 100 grammes de chocobon ou de trucs comme ça. Ça va m'écœurer. Mais juste le fait de se dire, allez, je me l'autorise, ça va me faire du bien. C'est pas de l'uranium en barre, comme tu dis. T'as reconnu. Parce que pour moi, c'était un peu ça quand même. Oui, c'est vrai, quand tu diabolises certains aliments, en fait, tu t'en rends pas compte, mais intérieurement, c'est vraiment, t'as même des pensées de ça va me donner le diabète. En fait, ça Oui, part loin, tu ouais, vois, de un ouais, ça part aliment loin. où Ouais. c'est comme quand tu manges un muffin, t'as peut-être la pensée, enfin pour certains, je vais prendre 10 kilos d'un seul coup. Non, en fait, ça va pas avoir des effets aussi extrêmes en si peu de temps. Ouais, ouais, moi, c'était plus l'aspect santé, hein. Je me dis, mais le sucre, c'est vraiment un poison pour le corps. Quand tu retournes les paquets, ben, t'as tous les les machins. Et je voulais pas, tu vois, je voulais pas mettre ça dans mon corps. Et en fait, le fait de se l'autoriser et de se dire, c'est pas si grave, ben, ça m'a juste moins donné envie d'en manger aussi. Donc finalement, ça a fait un peu l'effet que je voulais, mais de manière plutôt positive sur mes troubles alimentaires. Et c'est vrai que c'est un ratio. Tout le reste de la journée, ben, je mange bien. J'essaie de faire attention parce que c'est vrai que la santé, c'est quand même quelque chose d'important pour moi. Et si c'est un 80-20, comme on disait, ben 80% où c'est des bons aliments, etc., c'est pas 20% qui va faire une grosse différence. Et finalement, je pensais pas à l'aspect santé mentale. Je pensais plus à l'aspect santé physique et jamais à satisfaire mon mental. Alors oui, j'aimais bien ce que je mangeais, mais c'est vrai que j'avais pas du tout envisagé l'aspect, ben faut aussi contenter son mental, quoi. En fait, ça rejoint cette idée de se donner du plaisir. Parce Mm. que le rassasiement, c'est-à-dire l'arrêt de l'envie de manger, c'est une sensation sensorielle. Et c'est très lié au plaisir. Et en fait, si ton cerveau, il n'a pas cette dopamine, parce qu'en fait, quand tu manges un aliment qui te plaît, mais vraiment, parce que je sais, quand on a des TCA, on peut manger une salade et se dire, ça me plaît. Et oui, ça te plaît, mais peut-être que tu auras envie de, je sais pas, pain et beurre de cacahuète et chocolat, ou que sais-je, mais tu ne l'autorises pas vraiment. Et donc, c'est comprendre que cet aspect du plaisir, il est très important. Ça envoie de la dopamine au cerveau. Et si c'est trop fade dans l'assiette, comme parfois dans la vie, bah du coup, il n'y a pas assez de dopamine. Et Mm. donc, il y a un déséquilibre. Donc, c'est important. Même juste si Ouais. là, on parle d'un point de vue scientifique, bah ouais, en fait, c'est hyper important de
s'autoriser à prendre du plaisir, que ce soit dans les aliments sucrés ou dans sa vie. Ouais. Euh, mais il y a plein de tabous autour de ça, parce que les aliments sucrés aujourd'hui, on nous matraque que c'est mauvais, machin. Mais en fait, c'est à quelle dose? C'est comme tu dis, c'est... Et le truc, c'est que la pensée contre-intuitive, c'est bah, plus je vais m'en priver, moins j'en aurai envie. Mm. Ben non, parce que c'est l'inverse. Tout ce qui est rare est désirable, tout ce que tu éloignes de toi. C'est je te dis, Florence, tu peux venir chez moi, mais tu vas surtout pas dans la pièce où il y a la porte bleue. Qu'est-ce que je Il viens y de a faire? plein de En muffins fait, derrière. on est d'accord, t'as qu'une envie, c'est d'aller voir. Tu te dis, Ouais. ok. Parce que là, ça se trouve, il n'y a rien dans cette pièce. Il n'y a rien. Mais je viens de créer une interdiction dans ton cerveau. Donc ton cerveau, Mm. il y pense, il dit, ah, attends, la porte bleue, mais pourquoi la porte bleue? Mais je vais aller voir, ça se trouve, il y a un truc que si je t'avais rien dit, ben, ça n'aurait rien fait. Donc c'est intéressant de voir ces mécanismes-là euh, et que c'est contre-intuitif par rapport à tout ce qu'on croit. Exactement. Et puis le fait, même, tu vois, j'ai testé, alors, le fait de se l'autoriser, vraiment à 100%. Parce qu'avant, je m'autorisais, mais pas à 100%. Le fait, il y avait des aliments que j'avais dédiabolisés, qui étaient sucrés quand même. Et il y en avait d'autres, les transformés particulièrement, où voilà, c'était vraiment très diabolisé. Il y a eu une période durant le coaching où bah, je me suis autorisée. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'allait pas de les manger dans telle quantité. Ça me faisait mal. J'étais pas bien. Je me sentais lourde. J'étais fatiguée. Donc en fait, ça m'a aussi permis de me dire, bon, bah en fait, c'est pas ce cadre-là que je veux. C'est aussi ça que le coaching il permet, je trouve, c'est de bah, d'établir son propre cadre. Qu'est-ce que je veux pour mon corps? Qu'est-ce que je veux? Comment je veux me sentir? Et ah bah tiens, j'expérimente quand je mange trop de ça, je me sens pas bien, bah j'en mangerai peut-être un peu moins la prochaine fois. Et puis en fait, petit à petit, plus tu te l'autorises, plus tu dédiabolises, moins t'en as envie, ou alors plus t'as envie de tester autre chose et tu te dis bon bah ça c'était pas terrible, ou ça c'était plutôt bien, je me suis sentie bien après, ça m'a rassasié, ça m'a fait plaisir, et ça m'a pas impacté sur mon énergie. Bah tiens, j'enregistre cette solution dans mon esprit, c'est sympa. Ou alors, ben là je me suis sentie mal, j'ai trop mangé le sucre en trop grande quantité, le lendemain ça va pas, donc j'arrête cette solution, j'arrête. Et puis ça m'a permis d'expérimenter aussi pas mal de choses que j'avais pas forcément expérimentées avant. Et ça c'était plutôt chouette, ouais. Tout à fait, c'est privilégier l'expérimentation et comprendre Mm. ce qui fonctionne pour toi. Donc là, c'est exactement ce que tu as pu faire, voir quels aliments te font du bien, quelle quantité, même si ça varie d'un jour à l'autre, d'un moment à un autre. Mais en fait, c'est comme quand tu as découvert ta notice intérieure de, tu vois, de qui tu es d'un point de vue plus de ta psyché, on va dire, le côté Mhm. hypersensible, le neuroatypique, tout ça. Là, tu as appris à mieux comprendre le fonctionnement de ton corps, tes besoins, tes envies, tes sensations, et faire des choix en conscience par rapport à ça. Ouais. Et ça veut pas dire que en fait ça va être l'anarchie. Parce que moi je savais pas trop où positionner le cadre. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, bah allez, on l'enlève complètement pour voir ce que ça donne, et ça me convient pas du tout. Et je trouve ça bien d'avoir un cadre. Parce que le fait, c'est pas une privation de liberté, justement, je sais ce qui me fait du bien comme type de repas, comme type d'aliment. Et voilà, le fait d'avoir ce cadre, ben justement, ça m'empêche de trop réfléchir et de faire en sorte que ça parte en cacahuète tout le temps. Parce que c'est pas ça, hein, la vie, c'est pas de se dire, bah je mange des produits sucrés maintenant tout le temps, comme je veux, quand je veux, etc. Enfin, pour moi, c'est pas ça en tout cas. Parce que clairement quelque chose qui me va pas sur le plan physique. Alors peut-être que ça me fait du bien mentalement sur le coup, mais physiquement, ça me fait pas du bien. Donc c'est ce juste équilibre en fait qui a été intéressant à trouver. Et ouais, bah, on a fait un travail de 1 mois et demi. Mais c'est vrai que tu disais parfois que tu avais des personnes où justement les résultats commençaient qu'à 1 mois et demi et qu'ils faisaient souvent 3 mois avec toi. Moi, je pense que c'est parce que j'avais fait quand même un travail assez important avant aussi, que j'ai pu avoir 1 mois et demi en tout cas pour résoudre mon problème, entre guillemets. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'était avoir ta voix un peu tous les jours. Ta voix sur la plateforme, parce que tu fais... en fait, tu as répondu à beaucoup d'injonctions, de questions
qu'on peut se poser quand on a des troubles de l'alimentation en je sais plus combien de vocaux qu'il y a sur ta plateforme. Il y a des exercices que j'ai même pas eu le temps de finir pour être honnête. Donc il y a beaucoup de contenu, ça c'est cool. Et du contenu très introspectif, vraiment pour aller creuser en profondeur. Il y a des choses que j'ai pas eu besoin de faire, tu vois, l'exercice des valeurs ou des choses comme ça, c'est un truc que je fais tous les ans, d'office. Donc ça, je me suis pas senti le besoin de le faire, mais pour le coup, les valeurs, ça a été une sacrée découverte il y a quelques années. Et je trouve qu'on devrait tous se poser la question parce que c'est des fils conducteurs de notre vie. Et on n'a même pas idée de l'importance que c'est en fait. De savoir par exemple qu'on a une valeur liberté qui est très forte et de choisir d'aller s'enfermer dans un métier salariat avec une personne dessus qui va être très dans le cadre et qui va te demander d'être dans le cadre, ben, c'est quelque chose qui est complètement en opposition et qui va potentiellement entretenir ben, des troubles du comportement alimentaire parce que ben, justement on sera pas en alignement avec cette valeur, etc. Donc ça c'est vrai que c'est des exercices qui sont très très importants et je trouve que tu as vraiment bien ciblé ça en fait avec toute la plateforme. Donc c'est assez complet. Tu as le coaching, les audios que tu peux écouter un peu quand tu veux ou si par exemple tu te demandes bah, comment en fait je fais pour accepter mon corps, bah paf, t'as un audio là-dessus aussi où tu donnes ton avis, tes pensées et des pistes pour travailler dessus. Et à côté encore, il y a ben, tous les documents écrits pour justement faire aussi un travail introspectif un peu différent. Ça fait travailler sur 3 plans différents, c'est plutôt pas mal, ouais. Ouais, en effet, c'est avoir pas mal de ressources pour ça. Et je rebondis sur ce que tu dis au sujet des valeurs. Il y a peu de gens qui connaissent leurs valeurs. Or, ça régit ta vie, hein. Vraiment, Mm. c'est Ouais. tellement important. Et en général, on fait des choix qui vont, dans nos perceptions actuelles, valoriser ce qu'on valorise le plus. On va aller vers ce qui est le plus important pour soi, puisque c'est ça les valeurs. Il y a une espèce de hiérarchie. Et au mieux on les comprend, au plus on comprend aussi le monde, qu'on n'est clairement pas tous les mêmes, qu'il y a des gens qui ont des valeurs mais totalement différentes. Et qu'en fait, la vie, c'est un peu comme un puzzle. Il y a chacun a un rôle, chacun a des valeurs différentes, chacun contribue à sa façon. Et quand tu comprends aussi qui tu es, tes valeurs, ça t'aide aussi à prendre la place qui te correspond. Parce que quand tu te Mm. connais pas, tu essaies de te conformer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et tu comprends pas pourquoi tu n'y arrives pas, donc tu te dis que tu as un problème, alors que c'est juste une méconnaissance de toi et de quelle est ta place dans ce monde. Et le corps Ouais. envoie toujours des signaux. Moi, je vais même plus loin, je dirais même que l'univers t'envoie des signaux. Il y a toujours des espèces de signaux, mais c'est à quel point on est attentif à les voir, parce que ça nous guide toujours vers notre raison d'être, Mm. vers ce pourquoi on s'est incarné sur cette terre. Je pense qu'on a tous une mission vraiment sur cette terre qui peut évoluer et prendre différentes formes, Mhm. mais on fait partie aussi d'une famille, moi j'appelle ça les familles d'âmes, de gens qui se ressemblent un peu, qui ont des missions un petit peu similaires. Typiquement, pour moi, notre famille d'âmes, elle est dans la santé, dans la spiritualité, dans l'entrepreneuriat aussi, dans l'expansion de l'être humain, la psychologie, le monde, l'écologie, tout ça, en fait, tout ce qui englobe le côté prendre soin de la Terre et des humains, je dirais, Mm. et les faire évoluer dans le bon sens. J'ai l'impression que c'est un peu les gens qui souffrent de troubles alimentaires, souvent, ils ont ce truc dont on a plus ou moins conscience. Mais tu vois, la santé, c'est très important pour toi. Et ben, c'est pas Ouais, un hasard, ouais. parce qu'on est, ils s'en foutent hein, de leur santé, hein. Clairement, c'est pas leur valeur, Ouais, enfin, c'est c'est pas une clair, ouais. valeur Bah, mon importante. copain, ouais. Voilà, tu vois, souvent les couples aussi, ça se complète. Donc, c'est ça qui est Ouais. trop intéressant, c'est que toi, tu vas avoir une valeur, puis ton conjoint une autre, puis ça va vous aider parce que peut-être que du coup, toi, ça t'a aidé aussi dans ton parcours. On n'en a pas parlé, mais de t'autoriser certaines choses avec lui, que peut-être Mm. tu te serais pas autorisé s'il n'avait pas été là. Euh, mais oui, très important, les valeurs. Et puis après, une fois que tu comprends ça, t'avances beaucoup mieux. Mais la Ouais. majorité des gens n'ont aucune conscience de ça. Non. Et je suis pas sûre que si je posais la question à mon copain, il saurait aussi ses grandes valeurs. Alors si, je pense qu'il saurait un peu, mais de vraiment se poser la question, ça permet quand même d'aller dans la bonne direction dans sa vie parce que le fait de pas les savoir, ben on sait pas trop pourquoi on se sent pas bien dans son Tout à fait. environnement. Tu vois, c'est et du coup on se dit pas bah tiens
je me sens pas bien, pourquoi? Alors que maintenant, j'ai plus le réflexe de me dire: «Bon, bah, là, je me sens pas bien. C'est quoi le besoin qu'il y a derrière?» ou c'est quoi, voilà, c'est quoi les pensées, c'est quoi les émotions qu'il y a derrière? Et derrière ces émotions, c'est quoi mes besoins? Et en fait, au fil du temps, ben, bon, je le savais déjà depuis un moment, mais je me rends compte à quel point c'est important pour moi d'être indépendante, d'être libre et cetera de là, ben, mon parcours professionnel, il se dessine beaucoup plus, où là, je prends la décision de monter mon cabinet parce que j'ai compris que je rentrerai jamais dans le moule des structures vétérinaires classiques. Donc j'aurais jamais pu continuer ma carrière comme ça si je m'étais pas posé la question. Parce que, enfin, je ressentais un mal-être vraiment évident. Et puis tu te dis, bah c'est normal, finalement, il y a beaucoup de gens qui le ressentent, ce mal-être. Ils se posent pas trop la question, ils attendent la retraite, et puis voilà. Et moi, j'avais pas envie de finir comme ça j'ai des ressentis physiques qui sont très forts, donc je sais une chose sur moi, c'est que je peux pas me planter, en fait, parce que malheureusement, je ne peux pas ne pas écouter mon corps. Tu J'ai un somatises, tel, tu veux dire? T'as ouais, je des somatise sensations fortes. tellement fort Ouais. quand j'écoute pas mes besoins, j'ai une claque monumentale. J'ai pas le choix. C'est chiant. C'est vraiment chiant des fois. Parce que je me dis, ah non, pas déjà. Oui, c'est sûr que c'est un peu chiant comme tu dis, mais en même temps, c'est un beau cadeau parce que Mm. t'es obligé de te réaligner, quoi. T'es obligé de dire, ah, bon, là, Ouais. on me Mm. parle, attends. Ouais. C'est un peu ça l'idée, quoi. Mais oui, je comprends complètement et je pense que ça parlera peut-être aux gens qui vont nous écouter. Ouais, c'est beau. Et du coup, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre et où t'en es un petit peu aujourd'hui pour nous décrire, voilà, pour finir tranquillement ce Alors, podcast. où j'en suis, bah, sur tous les plans. C'est vrai on n'a pas travaillé énormément sur le coaching alimentaire à nouveau. On a eu quelques séances là-dessus. On a travaillé un peu autour du couple, autour de tous les, bah, un peu le côté social, le côté professionnel aussi. Et un truc que j'ai envie de dire, c'est que c'est vrai que les troubles alimentaires, c'est rarement une question d'aliments. À part, bah, si on mange 500 calories par jour, oui, c'est une question d'aliments quand même. Mais en général, c'est pas une question d'aliments, c'est une question de besoins qui sont pas forcément honorés ou qui sont pas compris, qu'on n'entend pas ou qu'on n'a pas envie d'entendre. En fait, le fait de retravailler sur les différentes sphères de la vie fait justement, bah, comme on disait, on se réaligne finalement avec bah, nos vraies envies, nos projets. Moi, je réalise bah, de plus en plus, voilà, que bah, avec les 1 mois et demi de coaching, j'ai pu me réaligner, tu vois, avec mes envies professionnelles. Donc, au-delà de faire mon cabinet, je me suis rendu compte aussi que j'avais envie de faire, d'ajouter une corde à mon arc dans ma vie professionnelle à laquelle enfin, ça faisait un moment que j'étais passionnée par tout ce qui était marketing, réseaux sociaux, etc. Finalement, bah, j'ai décidé de me lancer dans la formation où je t'ai dit que je m'étais inscrite finalement la semaine dernière. Donc, j'aurais peut-être pas osé le faire, mais en fait, ça s'aligne avec mon projet finalement. J'ai on a beaucoup travaillé ensemble sur le couple aussi. Donc, les, bah, toutes les réflexions qui sont nées pendant le coaching, ça m'a aussi permis d'améliorer quand même ma relation avec mon conjoint. Alors, elle n'est pas parfaite, c'est sûr. Mais en tout cas, le fait d'avancer un peu dans toutes les sphères, bah, ça fait que ça enlève aussi une couche sur le côté trouble alimentaire. Ça rééquilibre en fait un peu tout ça. Et là où, quand j'étais dans le sud de la France, j'avais trouvé mon équilibre justement, bah là, je suis en train de retrouver mon équilibre et puis d'effacer un peu les problématiques alimentaires. Et je sais, en fait, c'est c'est un parcours de toute une vie, hein, j'ai envie de dire. Et je sais pas trop quoi penser parce il y a des personnes qui disent une fois que c'est fini, ça revient plus. Moi, je sais qu'il y a une partie qui était un peu revenue, alors je me dis, bah, peut-être que toute ma vie, j'aurais à me dire, ah bah tiens, si j'ai cette ampoule qui s'allume dans ma tête, c'est que je suis désalignée et que faut que je retravaille à nouveau sur mes pensées, sur ma vie professionnelle, etc. Peut-être que c'est ça chez moi, mon alarme, de me dire, ah bah tiens, là j'ai des pensées envers l'alimentation. Il y a un petit truc qui s'allume, il faut que je rétablisse un peu la situation. Et pourquoi pas? Et j'aimerais bien, sinon, pouvoir me dire un jour, c'est complètement fini, et l'alimentation ne sera plus une béquille. Mais en tout cas,
j'ai trouvé des outils en fait pour avoir d'autres béquilles justement que l'alimentation, comme on a fait, enfin ça m'a fait travailler sur une liste de choses à faire qui me font du bien, qui pourraient enfin qui pourraient remplacer justement le fait de manger ou d'avoir une crise de mâcher cracher entre guillemets. Comme la lecture, avoir une expérience un peu sensorielle, parce que je me suis rendu compte que sentir des odeurs agréables ou faire quelque chose avec mes mains, par exemple, après un repas, ou écrire, tout simplement, c'était quelque chose qui pouvait remplacer largement le fait de manger des trucs que j'avais pas forcément envie de manger et qui me faisaient encore plus de bien mentalement, finalement. Donc voilà, on a travaillé sur ça et ça m'a permis de m'ouvrir à plus de choses. Yes, trop bien. Du coup, que ça t'ait permis de t'ouvrir à toi et t'ouvrir au monde, si je puis dire, et de te réaligner encore plus. Est-ce qu'il y a un dernier point que tu voudrais qu'on aborde avant qu'on termine le podcast? Alors en fait, moi, j'ai jamais eu trop de problèmes à me dire j'investis sur moi. Mais voilà, mon compagnon, pour revenir à lui, est pas du tout comme moi. Et en fait, j'ai quand même des amis qui sont aussi comme ça. Et je me dis, c'est dommage. Parce que oui, alors c'est possible de régler des choses toute seule. Il y a énormément de contenu gratuit sur Internet, etc. Mais c'est vrai que ça pourra jamais remplacer quand même l'effet miroir qu'un coach peut fournir. Et le fait de verbaliser les choses, de réfléchir ensemble, voilà, de prendre du temps pour vraiment se poser des questions, ça, je trouve que ça n'a pas de prix. Alors oui, il y a un investissement financier derrière, mais je trouve que l'investissement financier fait aussi qu'on s'investit vraiment profondément dans un coaching, parce que le côté un peu gratuit de toute l'information qu'on trouve sur Internet ne va pas déclencher les mêmes choses, je trouve. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, ça me fait ça. Et je donne moins d'importance, alors qu'il y a du contenu gratuit qui pourrait être payant. Et ça a énormément de valeur, mais le fait de s'engager financièrement dans quelque chose, c'est pas du tout pareil, je trouve. Et je dirais que c'est important d'investir sur soi et que ce sera jamais perdu en fait. Que ça a énormément de valeur, que c'est une façon aussi de prendre soin de soi et de se dire allez, cette fois c'est bon, j'avance, j'ai envie d'en finir. Mais de vraiment s'engager en le faisant avec cette approche en fait. Se dire c'est bon, là j'ai plus envie, c'est terminé. Quand tu mets de l'argent, en fait, tu valorises pas Mm. les choses de la même manière. Quand c'est du contenu gratuit, souvent, tu vas le regarder et tu vas passer à autre chose. Mais quand c'est payant, quand tu dois faire de l'argent, en fait, ça n'a pas le même impact. Et en Mm. vrai, mon coaching, il est aussi réfléchi pour ça. C'est-à-dire que le tarif, il est aussi réfléchi pour que moi je dis, ça te mette un petit coup de pied au cul et que Ouais, t'as pas le tu choix y là. ailles. D'accord? Tu te dis, oh putain, là, j'ai investi cette somme, bon, faut que je m'y mette. Et ça, Ouais, c'est juste ouais, un ouais. mécanisme psychologique, ça fait ça à tous les êtres humains. On valorise beaucoup moins ce qui est accessible tout le temps que ce qui est rare. D'accord? Ce qui est rare, où tu dois mettre de l'argent, où tu dois mettre de ton temps, où tu dois. En fait, ça n'a pas du tout le même impact. Et puis, c'est aussi pour déclencher l'engagement. Parce que quand tu cliques sur le bouton, tu t'engages avec quelqu'un, c'est pas pareil que quand tu es toute seule avec tes pensées. Parce que Ouais, c'est très facile de se mentir à soi-même, c'est très facile de se dire je vais le faire, puis en fait tu le fais pas. ouais, C'est très c'est vrai. facile de ne pas appliquer aussi ce qu'on voit, que quand tu es en séance avec quelqu'un, tu sais que c'est ton moment en fait. C'est ce Mm. moment-là où tu vas travailler sur toi. Et il y a une dynamique aussi humaine qui fait que tu as envie d'avancer parce que tu te sens pas seule. Donc en fait, tu mets les choses tellement plus vite en place. Et comme tu dis, pour moi, c'est un tremplin incroyable. Ouais. Vraiment, moi, ça a aussi changé ma vie, hein. C'est pour ça que je me suis formée au coaching. Et je suis très heureuse que tu en parles aussi comme ça. Euh, Parce que c'est un outil de dingue. Mais encore une fois, tant qu'on l'a pas expérimenté, on ne peut pas savoir ce que c'est. Donc on peut en Ouais. Mais entendre parler, mais on ne sait parfois pas c'est pas vraiment ce que évident, ça hein. fait. C'est pas évident de savoir si tu dois aller, tu vois, vers un coach, vers un psy. En tout cas, au départ, avant, quand je connaissais pas, je savais pas trop, je savais pas trop. Et alors, je pense que la psychanalyse, elle a quand même changé maintenant. C'est un peu plus dans l'action, mais c'est quand même pas pareil. Et c'est vrai que je trouve ça bien d'expérimenter les deux, hein. Et je pense que la combinaison des deux pour les troubles alimentaires, c'est très bien aussi. Mais c'est vrai que je trouve le coaching, c'est plus c'est proactif, il y a du mouvement, il y a de la réflexion derrière.
Il y a un peu des travaux entre les séances de coaching aussi, là où la psychanalyse, ça va pas être tout à fait pareil et on revient pas dans le passé en fait. Enfin, au départ, forcément, on doit raconter notre histoire, etc. Mais on va pas revenir tout le temps dans le passé pour expliquer pourquoi on se comporte comme ça. C'est bon, bah ok, là, on essaie de comprendre surtout comment on peut changer ce comportement, d'où ça vient, comment on peut se réaligner, etc. Donc ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, quoi. Ouais. Tout à fait, comme tu l'as très bien dit, ça peut être complémentaire. J'ai Mm, plein de personnes que j'accompagne qui sont à la fois avec des thérapeutes et qui font du coaching. C'est encore une fois en fonction des besoins de tout un chacun et des affinités, mais la différence, c'est que dans le coaching, on va vraiment s'orienter sur passer à l'action, changer, en fait, transformer cette exactement, ouais. situation A pour aller vers une situation B qui fait du bien, où tu te sens mieux, là où effectivement la psychanalyse classique, en tout cas, est plus sur revenir dans le passé. Il y a beaucoup d'écoute, mais il n'y a pas forcément de clé pour avancer et surpasser la situation problématique. Ouais, Ok, et dernière petite question avant qu'on clôture. Du vas-y. coup, tu dirais que si tu devais décrire ta relation à la nourriture et au corps aujourd'hui, tu dirais quoi? Bah aujourd'hui, alors j'ai retrouvé un peu cet état dans lequel j'étais avant de changer mon cadre de vie. Et surtout, j'ai réaugmenté ben, mes apports alimentaires. Donc je sais que là, je me mens plus à moi-même, dans le sens où j'ai plus voilà, des restrictions cognitives sur le gras, sur le sucre, etc. Et je suis assez confiante sur la suite. C'est voilà, j'ai plus du tout les soucis pour lesquels je t'ai consulté finalement. J'ai aucun problème à passer à autre chose. C'était ça mon problème. C'était concentré à la fin des repas. Et j'avais vraiment ce problème de j'arrive pas à passer à autre chose sans avoir ma dose de sucre. Et là, c'est plus du tout le cas. Je m'en fous. Mais mes journées étaient quand même un peu rythmées par mes repas. Et là, c'est vraiment ça, comme je te disais, ça a lissé le temps. C'est je fais mes activités. Et en fait, quand je ressens la faim, je me dis, ah, bah, c'est l'heure de manger. Et non pas, je programme à quelle heure je vais manger. Et je fais mes activités entre. Là, c'est plus du tout le même focus. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Trop bien. Bah, trop bien. Merci Florence. Franchement, c'était passionnant. Je suis sûre que tous les auditeurs vont adorer. Merci d'avoir pris le temps de partager ton parcours, ta Bah, avec réflexion, plaisir, ouais. tout ce que tu as fait, parce que c'est précieux. Vraiment, Mm. c'est précieux et ça va aider plein de personnes. Donc, merci du fond du cœur et surtout, bravo, bravo pour ton investissement, bravo pour la personne que tu es. Moi, ça a été un honneur que de t'accompagner Ah, et toi. j'ai vraiment, et je dis pas ça pour te faire plaisir, parce que je le pense du plus profond de mon cœur, ça a été un honneur, ça a été surtout un grand plaisir. Voilà, j'ai adoré chaque séance, chaque moment. Bon, c'est aussi que j'aime mon métier, mais j'aime avant tout Mm. les personnes que j'accompagne, voilà, ton histoire, ton parcours. Et si tu as envie de me donner de tes nouvelles dans quelques temps, n'hésite pas, vraiment, Ouais, avec ce sera plaisir. avec plaisir. Et puis au-delà de tout ça, en fait, le message aussi, je pense, c'est que c'est. Il y a une époque où je me disais c'est impossible pour moi. C'est impossible. Et en fait, pas du tout. Alors oui, ça a pris du temps. Moi, ça a pris 20 ans, mais il y a des personnes avec qui ça a pris beaucoup moins de temps parce que elles ont peut-être pas mis le focus comme moi sur ma vie professionnelle, etc. Mais juste, c'est possible en fait de sortir de là et de juste entrevoir cette possibilité. Ben, je trouve que ça change tout parce que si on se dit que jamais on pourra s'en sortir, enfin, c'est pas la bonne façon de penser. Et, euh, et de se dire, bah voilà, il y a plein de femmes que tu as accompagnées qui ont fait ce chemin, qui s'en sont sorties, qui vont très bien actuellement et qui n'ont plus du tout de problème avec la nourriture et de se dire, ben voilà, suffisamment se faire confiance à la fois à elle-même et aussi d'avoir confiance à la personne qu'elle décide de prendre comme coach. Et je te souhaite que ce soit toi qui ait plein de coachés, bien sûr, mais voilà, d'apprendre à se faire confiance et à se dire, bah, je peux m'en sortir, je peux y arriver. C'est possible parce que vraiment, l'état dans lequel j'étais il y a quelques années, c'était n'importe quoi, c'était vraiment insupportable et jamais je me serais dit un jour ça va se taire. Je me serais jamais dit ça. Alors que c'est complètement possible, quoi. Et j'aurais pu aller plus vite, hein. J'aurais franchement pu aller plus vite. C'est juste que j'avais pas l'espace mental pour le faire, donc voilà. S'il y en a qui hésitent, ben
Je trouve que enfin, c'est foncé. C'est tellement des belles paroles de fin et je suis tellement d'accord avec toi que c'est pas que pour les autres. Mm, Les autres, c'est pas plus simple pour eux. Euh, on n'est ni plus forte ni plus intelligente. C'est quelque chose que je dis assez mm, souvent. exactement. Euh, c'est une question de le décider et puis chacun a son rythme. Il n'y a pas de bon ou de mauvais rythme. Mais comme tu l'as très bien dit, une chose est sûre, bah oui, vous pouvez vous en sortir. Euh, et c'est vraiment tout ce qu'on vous souhaite. Donc, encore une fois, merci Florence parce que bah, tu montres que c'est possible. Et je comprends quand on est tellement dans le mal-être, on y On croit. On montre peut ne pas pas, y hein. croire, Ouais, mais ouais, t'y crois pas, hein. on peut aussi se dire, ok, c'est difficile, mais en fait, d'autres Mm, l'ont fait. Il y a une autre voie qui est possible, et mm, puis y aller. Donc, ouais, ouais, ouais. Mais t'y crois pas quand t'es dans le dur. C'est vraiment. Quand j'avais démarré le premier coaching, j'y croyais pas. Mais je savais qu'il fallait que je le fasse. ouais, t'étais Et il y connecté à avait. ton intuition, en fait. Tu Ouais, sentais au ouais, fond que c'était juste pour toi, que tu ouais, savais pas exactement ce qu'il allait se passer, ni quand ça allait arriver, mais que c'était ce qui était juste pour toi. Et ouais. Et si je le faisais pas, ça allait être pire de toute façon. Et je pouvais pas ne pas y aller parce que je voulais pas voir la personne que je serais dans quelques années si je continue comme ça. Ouais. complètement. Ok, bon, on va s'arrêter là, sinon on va encore faire un podcast de 3 heures. On peut trop aller en profondeur. Bon, bah merci Florence. Avec Merci plaisir. à tous pour votre écoute. On vous souhaite une très belle journée et moi je vous retrouve prochainement dans un nouvel épisode du podcast Savoure la vie. Et le parcours de Florence t'a inspiré, que tu es une femme ambitieuse, déterminée, courageuse, que tu en as marre d'en avoir marre des troubles du comportement alimentaire, que tu rêves de retrouver une paix avec la nourriture, avec ton corps, de redevenir cette femme rayonnante, joyeuse, heureuse, pleine de vie que tu es au plus profond de toi. Eh bien, tu peux réserver ton appel de bilan personnalisé offert avec moi en cliquant sur le premier lien qui est en description de ce podcast. On fera le point sur ta situation, j'apprendrai à te connaître et si tu corresponds au profil de personnes que j'ai l'habitude d'accompagner, je te présenterai mon accompagnement, mon approche du coaching et du mentorat profond et tu pourras rejoindre cette magnifique aventure transformatrice. Je rappelle que mon nombre de places est très limité parce que je privilégie la qualité à la quantité. Donc, clique tout de suite sur le lien pour voir s'il reste des créneaux de disponibles. Et quant à moi, je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très vite dans un prochain épisode du podcast Savoir la vie.